tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Alors je me présente, je m'appelle Ilem Dequi, je suis candidate suppléante pour la première circonscription La Rochelle-Île de Ré. Avec cette vidéo, je vous annonce notre prochain événement qui a lieu ce vendredi. C'est une caravane insoumise qui se déroulera à Mireuil, derrière le centre social. À l'occasion de cette caravane, on invite tous les citoyens de notre circonscription à venir débattre avec nous sur plusieurs sujets, à venir nous rencontrer ou tout simplement venir boire un verre avec nous. Voilà. Et toujours dans l'idée de donner la parole aux citoyens, aujourd'hui, on va être en compagnie de Simone et Marie-Christine qui vont nous parler d'un sujet on ne peut plus sérieux et qui nous tient à cœur pour nous, des jeunes migrants à La Rochelle qu'on ne voit pas, hein, et pourtant il y en a beaucoup, et c'est un sujet qu'on avait envie d'aborder et qu'on va voir avec elle aujourd'hui. Alors, bonjour Simone. Je vais te laisser un peu présenter ton travail, ce que tu fais, ce que vous faites, parce que si j'ai bien compris, vous êtes nombreux, et les actions que vous menez dans notre circonscription aujourd'hui autour de ces jeunes migrants. Bonjour, je m'appelle Simone, je soutiens les candidats insoumis. Je vais juste commencer par un petit historique, je vais essayer de me rappeler. Il y a à peu près 2 ans, se sont tenues des réunions publiques organisées par la CDA, la communauté d'agglomération, dont fait partie La Rochelle, et au sujet justement des migrants qui allaient arriver sur les communes de la CDA. Je n'ai pas participé à ces réunions. Alors ces réunions étaient publiques, donc élus, citoyens, etc. Je n'ai pas participé à ces réunions, mais j'en ai eu connaissance parce que des personnes de ma famille y sont allées. Voilà. Et quelques temps plus tard, alors il y a aussi beaucoup d'associations, etc., qui se sont posées des questions par rapport à l'arrivée des migrants et des simples citoyens. Voilà. Et faisant partie moi-même de pas mal d'associations, j'ai dû laisser mon nom quelque part à un moment en disant que je voudrais bien faire quelque chose. Et donc j'ai été contactée pour une rencontre par l'association Altea Cabestan, basée à La Rochelle, pour rencontrer des jeunes migrants installés dans un des logements qu'ils occupaient à l'époque. Donc j'étais pas la seule, hein. Ils étaient 7 à l'époque, et nous avons donc rencontré ces personnes avec d'autres citoyens comme moi qui avaient été invités à participer à cette réunion pour faire connaissance et pour éventuellement leur proposer des activités, parce qu'on nous avait laissé entendre qu'ils n'avaient besoin de rien à l'époque. Ils étaient logés, nourris, vêtus, etc. Donc nous avons fait connaissance, nous nous sommes revus, et en fait nous nous sommes rendus compte qu'ils avaient des besoins qui n'étaient pas couverts. Donc on est devenus amis très vite. Il y a vraiment des liens qui se sont créés assez rapidement. Nous avons donc ils nous ont fait part de certains besoins, des chaussures, certaines choses, bref. On était en hiver en plus à l'époque. Et donc on a créé un groupe Facebook. C'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on veut essayer de s'organiser pour faire quelque chose de constructif. Et beaucoup de personnes se sont joints à ce groupe. Et on a constitué une espèce de groupe de bénévoles qui ont pris, je dirais pas pris en charge, parce que ces jeunes étaient déjà pris en charge à l'époque, étant nouveaux arrivants, par l'association Altea. Et on a noué des liens qui existent encore maintenant. Sont venus se rajouter. Alors ce groupe Facebook s'appelait à l'époque Kaboul La Rochelle. Il est devenu Kaboul Khartoum La Rochelle parce que sont arrivés des Soudanais. Enfin, nous avons fait la connaissance de Soudanais, parfois par hasard, parfois via les associations. Maintenant c'est plutôt par hasard.
Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de migrants qui arrivaient. Combien à peu près? Alors, donc, au début, il y avait 7 Afghans. Marie-Christine, ils étaient combien de Soudanais? Une dizaine. Une dizaine, voilà. Ah oui, ils n'étaient pas logés au même endroit. Les associations, en général, ne mélangent pas les différentes nationalités. En fait, ils étaient arrivés plus nombreux, mais comme c'est des gens qui venaient de Calais, il y en a beaucoup qui sont à peine arrivés à La Rochelle, qui sont repartis à Calais, en fait, parce qu'ils n'avaient pas l'intention de rester en France. Donc en fait, ceux qu'on a connus, nous, c'est ceux qui avaient accepté de rester en France pour demander l'asile. Voilà. Et donc la France à l'époque leur proposait de leur supprimer la procédure Dublin qui normalement les obligeait à repartir dans un autre pays, et certains, comme l'a dit Simone, avaient déjà traversé je ne sais pas combien de frontières. Donc eux, voilà, ceux avec qui on avait tissé des liens tout au début, c'est vraiment des gens qui voulaient s'intégrer, et d'ailleurs ils ont très vite demandé à rester à La Rochelle. Parce que voilà, et enfin moi du coup je vais peut-être compléter aussi un petit peu comment je suis arrivée parce que c'est un tout petit peu différent du coup de Simone, même si on se connaissait déjà à l'époque. Moi j'avais été choquée justement de ce que j'entendais un petit peu partout sur les migrants et sur la façon dont ils pouvaient être traités ou pas traités d'ailleurs. Voilà. Et effectivement, à ce moment-là, il y a une personne toute seule, ici à La Rochelle, qui avait lancé une collecte de vêtements et qui a trouvé un camion pour emmener des choses à Calais. Et ça a commencé comme ça pour moi, parce que là, je me suis sentie utile à quelque chose, quoi. Je me sentais tellement impuissante devant voilà, toutes ces horreurs que j'entendais. Et puis juste après, effectivement, on a appris qu'il y avait des groupes qui arrivaient de Calais. Voilà, après, je fais la jonction avec ce que Simone avait dit, quoi. C'est vrai que moi j'y suis plus allée non pas pour... je savais même pas ce que j'allais vraiment leur apporter, mais plus pour dire bah, vous êtes les bienvenus ici, quoi. Et plus pour les emmener dans ma vie à moi et leur proposer voilà, de devenir des citoyens d'ici. J'avais pas du tout d'intention supplémentaire. Voilà. Mais après il s'est passé beaucoup de choses. Et majoritairement, ils ont quel âge alors? Ces jeunes que vous accueillez, dont vous êtes occupés, là, on parle de quel âge? Est-ce qu'on dit qu'ils sont majeurs, pas majeurs? À peu près. Ils sont très jeunes, c'est ce qu'on appelle des jeunes majeurs. Je dirais qu'ils sortent de l'adolescence à peine. Ils ont une vingtaine d'années. Le plus âgé, il était père de famille d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des pères de famille, même très jeune. Il devait avoir 25-26 ans. Almas, et voilà. Sinon, alors. Voilà. La nature. Ouais. Et voilà. Alors, pour l'instant, donc, on avait affaire qu'à des jeunes majeurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été. Alors, à un moment, il y a eu une espèce de redéploiement au niveau du logement de ces jeunes. Une partie des Soudanais ont été envoyés à Beauvais. Une partie des Afghans, alors là ça a été vraiment le déchirement parce qu'ils étaient très très soudés, ont été envoyés dans la Vienne, à Loudun. Voilà, et ils sont restés à combien ici? À 4 je crois. 4. Alors ils étaient logés dans un logement de l'association, en haut du boulevard Sautel. Je ne veux pas dire exactement où, voilà. Il y a plusieurs logements comme ça. Des migrants dont on parle là ne sont pas francophones, ils sont anglophones ou arabophones. Et les travailleurs de l'association, il n'y en a pas qui parlent anglais. Et la langue de communication avec la plupart des migrants, ça reste quand même l'anglais. Même si certains n'en parlent que très très peu. En fait, beaucoup aussi, ils ont appris l'anglais durant leur périple. Et on s'est rendu compte que les migrants, les jeunes, ne comprenaient pas toujours ce que les personnes de l'association leur disaient. Ils faisaient oui, 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 mais en fait, ils n'avaient pas compris ce qu'on leur disait. Et souvent, on lui disait, mais on leur a dit, bah oui, mais... On ne vérifiait jamais s'ils avaient compris ce qu'on leur disait. Et ça a posé des tas de problèmes, ça. Parce que oui, on leur a dit, bah oui, mais... Bah non, oui, vous leur avez dit. Mais... Est-ce que là, on n'est pas dans un cadre où
qu'il y a un manque de formation de la part de ces personnes en fait, qui accueillent les migrants. C'est-à-dire clairement, si on est sur des personnes comme tu dis qui sont anglophones ou arabophones, en tous les cas, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, peut-être pas forcément d'avoir des interprètes, parce que ça demanderait, je pense, un budget, mais au moins d'avoir des personnes qui soient qualifiées, qui ont quelques compétences, parce que là, on est purement de la communication. Donc effectivement, s'ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit, là, ça va être assez compliqué. Ouais. Alors, je vais un petit peu aller à l'encontre, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on ne sait pas à l'avance quelle langue va être parlée. Et bon, moi, dans une autre vie, j'étais travailleur social aussi. Et en milieu hospitalier où on avait aussi des gens de toutes les nationalités et les hôpitaux avaient par exemple des contrats avec Interservices Migrants et on appelait à la demande et c'était du vrai interprétariat quoi. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas que de la traduction, ils prenaient en compte la culture d'origine parce qu'ils étaient de la même. Enfin voilà, c'était beaucoup plus riche que juste se faire comprendre sur des choses. Alors, après il y avait des choses. Moi je reste beaucoup sur le plan humain. Par exemple les déplacements, voilà. Effectivement il y avait la compréhension parce que bon, quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, même si on a traversé la moitié de la planète, il faut prendre des repères, savoir, parce que bon ils avaient une toute petite allocation, mais il fallait chercher la nourriture au Resto du Cœur, les cours d'alphabétisation, c'est à l'ALE, enfin voilà, il y a des trucs à tâtons, enfin déjà se repérer très rapidement, donc ils étaient quand même rationnés en tickets de bus. Ils étaient rationnés en tickets de bus. Ils pouvaient pas donc la première chose qu'on a fait, nous, c'est qu'on a récupéré des vélos qu'on a retapés et qu'on a essayé de mettre à leur disposition. Voilà, on s'est vraiment positionné sur des choses comme ça. Vélo. Et comme on n'a pas tellement d'argent et puis qu'on fonctionne beaucoup dans la gratuité pour d'autres choses, on a trouvé des solutions et on les a trouvées parce qu'on a nagé dans les vélos à un moment donné quand même. Ils ont tous eu des vélos de toutes les tailles, de toutes les couleurs, voilà. Et les cartes de téléphone parce que ça c'est un lien hyper important et comme ils n'ont pas de compte bancaire, ils ne peuvent pas souscrire eux de forfaits par exemple qui sont super intéressants, voilà. Donc ils payent super cher leur communication téléphonique ou alors ils arrivent à se mettre en wifi quelque part, mais bon pour eux c'est vraiment crucial quoi, de pouvoir communiquer et pour leur démarche ici et c'est le lien avec la famille. On sait qu'en France aujourd'hui il y a 8000 jeunes environ qui rentrent dans notre territoire et ces jeunes on les appelle des étrangers isolés, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 18 ans si je ne dis pas de bêtises. Tu vas compléter après. Ces jeunes-là sont accueillis par des différents organismes et notamment par différents départements et qui fonctionnent du coup, différemment, enfin le fonctionnement est différent d'un département à l'autre. Par rapport à ça, du coup, nous on voulait savoir sur ces jeunes mineurs comment ça fonctionne ici à La Rochelle. Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, moi je parle que de mon expérience. Maintenant on dit mineurs non accompagnés. C'est nouveau. Oui. Mineurs non accompagnés, c'est le terme et le dernier. Voilà. Alors, moi j'ai eu l'expérience parce que ce qui s'est passé avec nos jeunes Afghans, c'est qu'ils ont été installés à un moment dans une maison relativement grande. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand il y avait de la famille, des connaissances, etc., qui étaient sur Paris ou sur Calais, qui arrivaient, et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur ont dit, venez, nous on a une grande maison. Donc il s'est créé une espèce de lieu de regroupement. Alors, ils ne sont pas venus par centaines, mais bon, il y a eu des arrivées comme ça. Et un jour est arrivé un mineur. Enfin, quelqu'un qui se déclarait mineur. Donc tout de suite, avec les conseils de notre ex-travailleuse sociale, je suis allée avec lui au département, c'est-à-dire à la maison de la Charente-Maritime, et ils l'ont gardé tout de suite, parce que les mineurs, en France, la loi veut que les mineurs soient immédiatement pris en charge, un mineur qui est seul, non accompagné, soit pris en charge par l'État. L'État, en l'occurrence, étant le département au niveau, je dirais, administratif. Donc, le département de la Charente-Maritime, tous les mineurs non accompagnés, français ou autres d'ailleurs, pas forcément migrants, tous les mineurs non accompagnés
doivent être pris en charge par le département. Donc, il a été pris en charge, il a été emmené au foyer. Il y a un foyer pour mineurs à Puylleboro. Pour dire qu'on s'occupe des Français et des migrants de la même façon, il était isolé dans le foyer parce qu'il était le seul à ne pas parler français. Voilà. Tous les autres étaient des petits mineurs placés là. Alors, une fois qu'il est dans ce foyer, c'est pour répondre à certaines questions qui sont un peu gênantes parfois. Pour bien qu'on comprenne, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il est pris en charge, c'est quoi exactement sa prise en charge là-dessus? Est-ce qu'il va à l'école? Est-ce qu'il va pas à l'école? Alors là, justement, c'est là que il y a des tas de choses. Oui, il y a des choses avant. Le déroulement, en fait, le parcours de cet enfant mineur, comment ça se passe? Alors, en ce qui concerne ce jeune mineur-là, et tous les autres d'ailleurs, ils doivent prouver qu'ils sont mineurs. Par un test? Je n'ai pas eu connaissance de test. Non, pas forcément. Alors en tout cas, en ce qui concerne celui dont on s'est occupé ensuite plus tard, parce que voilà, je n'ai pas entendu parler de test. Il est resté au foyer quelque temps, le temps d'avoir plutôt ce qu'on appelle des entretiens, des interviews, etc. Et puis il a pu produire quelques papiers. Il y a eu des problèmes sur sa date de naissance et les personnes, par ailleurs de bonne volonté, quand même je tiens à le dire, au département, ont déduit qu'il n'était pas mineur. Donc il a tout de suite été remis dehors, dans la rue. Il a été reaccueilli par ses aînés afghans qui s'en sont occupés jusqu'à ce qu'il soit hébergé de façon un peu plus correcte. Ce jeune a été considéré comme ayant 18 ans et non pas 17. Et c'est là où j'ai quelque chose à dire, c'est qu'un mineur, il a 18, un mineur devient un majeur à 18 ans et un jour. C'est-à-dire que l'État français s'occupe de ces personnes, c'est-à-dire, alors, leur donne le logis, la vêture, le couvert et une toute petite allocation, je ne sais pas à combien ça se monte, voilà. En tant que mineur. À 18 ans et un jour, c'est fini. Alors, pour la scolarité, j'ai appris beaucoup de choses, encore par mon expérience, vraiment par hasard, étant enseignante, on m'a demandé si je pouvais enseigner le français à des jeunes migrants, non accompagnés, des mineurs. J'ai dit oui, bien sûr, pour moi c'était plus qu'un travail, c'était une vraie mission. Et ce que j'ai appris, c'est qu'ils avaient entre 16 et 18 ans. C'est-à-dire que, étant donné que l'école est obligatoire seulement jusqu'à 16 ans en France, on les met à l'école jusqu'à 16 ans, mais à 16 ans et un jour, comme il n'y a plus d'obligation, ils ne vont plus à l'école. Donc ceux qui arrivent qui ont 17 ans, ils ne vont pas à l'école. Donc là, alors moi j'enseigne sous couvert d'un programme européen exprès pour justement cette espèce de gap là, pour combler un manque. Et il y a une fille très bien au niveau de l'éducation nationale qui s'occupe de ce programme et d'avoir des fonds, etc. Bon, voilà. Il y a quand même des gens vachement bien qui font des choses concrètes, très concrètes. Parce que donc moi, ils ont quand même beaucoup d'heures de français. Et alors, c'est pas forcément des migrants qui ne parlent pas le français et qui le parlent très mal, qui sont illettrés ou même analphabètes pour certains, bien qu'ils soient un peu francophones, donc de certains pays africains francophones. Mais j'ai aussi un petit Soudanais qui est arabophone à la base, voilà. Donc il y a cette situation très bizarre de ces jeunes qui ont entre 16 et 18 ans et qui n'ont pas le droit à l'école. Voilà. Aujourd'hui, concrètement, est-ce que tu peux nous dire ce dont vous avez besoin là à l'heure actuelle? C'est quoi vos besoins pour que tout le monde se rende compte un petit peu de la situation? Et ce qui manque en fait pour que les choses avancent et dans le bon sens?
Donc en tant que bénévole, enfin citoyen bénévole, en fait on a nos limites. Le gros besoin actuellement c'est l'hébergement. Parce qu'on a des situations de personnes, de familles entières qui se retrouvent dehors, y compris avec des enfants. C'est là où ça rejoint aussi la protection des mineurs, c'est que, en tout cas en Charente-Maritime, il y a des familles à la rue avec des enfants, alors que normalement l'aide sociale à l'enfance devrait pouvoir financer des appartements, au moins tant que les enfants sont mineurs, et trouver des solutions pour la suite. Donc ça, ça fait actuellement, on est bien d'accord qu'il y a des mineurs et des familles entières qui sont dans la rue. Oui, alors ils ne sont pas à la rue parce que nous on bricole en fait. Non mais bien sûr, mais si vous n'étiez pas là, vous êtes complètement bénévole. Voilà. On fait face à des missions de l'État, nous en ce moment, pour des bénévoles. Voilà. Donc il y a les mineurs, il y a donc les familles avec enfants, il y a aussi des gens sans papier qui en fait ils sont sans papier d'un côté et d'un autre côté ils travaillent pour des associations qui ont pignon sur rue pour 3 € de l'heure, faut le savoir, ça existe à La Rochelle en ce moment. Voilà. On a fait un parrainage pour les sans-papiers, moi je suis marraine de deux sans-papiers. Enfin, un qui est pour l'instant, justement le jeune homme là il a été débouté pour l'instant, mais il travaille pour une association. Via une association, il travaille pour un organisme qui fait des ménages. Ah oui, d'accord. Voilà. Et lui, il touche 3 € de l'heure. Voilà. Et alors qu'il n'est pas autorisé à travailler, faut le dire. Voilà. Donc ça retire un petit peu aussi beaucoup d'idées reçues sur les gens qui vivent à nos crochets. Et puis mon autre filleule est donc une maman de 2 enfants qui a fui son pays et qui s'est retrouvée à la rue, elle, avec une petite fille de 3 ans qui avait des problèmes de santé et un petit garçon de 7 ans. Donc on a réussi à la loger chez quelqu'un qu'on a trouvé par nous-mêmes, qui avait une petite maison vide et on a payé pour l'association à lever des fonds pour payer un hébergement à cette famille. Donc voilà, ce dont on a besoin, c'est déjà de faire appliquer les lois, parce que les lois ici ne sont pas appliquées sur certaines choses. Il n'y a pas besoin de rajouter des choses, il suffit d'appliquer les lois. Il y a déjà des départements qui ont été condamnés. Le Conseil d'État, moi j'ai tous les documents. On a essayé, moi j'ai été un petit peu prêchée dans le vide parce que c'est vrai qu'au niveau des bénévoles, on n'est pas forcément tous sur des actions collectives. Donc ça n'a pas été fait. Il y a des choses à faire à mon avis au niveau c'est plus le conseil général, c'est le conseil départemental, pour juste qu'ils appliquent les lois. Voilà. Donc déjà ça retirera et notre énergie et ce qu'on peut organiser, on pourra le mettre sur autre chose. Ce dont on a besoin, les grosses choses auxquelles on n'arrive pas à faire face, c'est ça. Bon, en tous les cas, Marie-Christine et Simone, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir brièvement, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur ce sujet qui est très vaste et très important, d'avoir été avec nous et de nous avoir fait part de votre expérience. Et puis on va laisser en lien de la vidéo tous les liens, les pages Facebook que vous avez, et pour dire que c'est très simple de faire des dons. C'est pas que des dons en argent, il y a plein d'autres manières de le faire. Donc on va vous laisser tout ça à la fin de la vidéo, et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour la vidéo, et merci à vous en tous les cas de nous avoir accordé du temps. Merci à vous de relayer tout ça. Le soleil glisse, tu tires sur tes draps, cache ma lisse et mes finances élastiques. Le café noir, visage brumeux, le gros patron